14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est, de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et j'espère que l'affaire va vite avancer. Bonjour, l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier. Est-il un tueur en série? Un docteur suffisamment dérangé pour empoisonner ses patients et ensuite les sauver, s'affichant ainsi comme un réanimateur de génie. Un péché d'orgueil médical qui lui vaut aujourd'hui d'être poursuivi pour 24 empoisonnements, bientôt 25. En 8 ans, pas moins de 10 personnes auraient succombé aux manipulations perverses du brillant praticien. Étrange affaire dans laquelle la justice peine à démêler le vrai du faux, où les expertises se contredisent, où le langage médical, la multiplication des rapports techniques sont difficiles à traduire en langage criminel. Le docteur Péchier a lui toujours clamé son innocence, dénonçant une cabale, des jalousies dans le petit monde des cliniques de Besançon, au point de tenter récemment de se suicider afin, a-t-il dit, de pouvoir mourir innocent. Empoisonnement en série à Besançon. Pourquoi l'éminent docteur Péchier aurait-il voulu tuer ses patients? L'enquête qui le vise va-t-elle l'entraîner aux assises où il encourt la perpétuité? Questions et réponses dans un instant avec nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Frédéric Péchier. À Besançon, il fait figure d'anesthésiste réputé jusqu'à cette journée de l'hiver 2017 où le voile du soupçon commence à flotter sur cet éminent médecin. Ce 11 janvier 2017, Sandra Simard, 36 ans, mère de 3 enfants, franchit le seuil de la clinique Saint-Vincent, chemin des Tilleroy, à Besançon. Une façade moderne, pas moins de 500 salariés dont 80 médecins, 20 000 interventions chirurgicales par an. Saint-Vincent est depuis longtemps considérée comme l'une des meilleures cliniques de la région. Sandra Simard est ce matin-là la première patiente à être admise au bloc. Une opération du dos, la pose d'une prothèse pour cette hernie discale qui l'a fait souffrir depuis des années. L'intervention se passe normalement jusqu'à ce que Sandra soit victime d'une crise cardiaque. L'anesthésiste demande alors immédiatement de l'aide à son collègue dont le bureau est tout proche du bloc, le docteur Frédéric Péchier. C'est de loin le meilleur des réanimateurs. Péchier fait aussitôt injecter à la patiente un produit pour éliminer les effets d'une surdose de potassium. Le médecin va sauver de la mort la mère de famille, mais cette intervention va attirer l'attention, voire la suspicion. Comment l'anesthésiste a-t-il diagnostiqué aussi rapidement une éventuelle surdose de potassium dans l'organisme de la patiente alors qu'aucun examen n'avait été pratiqué? Le potassium, c'est un cas extrêmement rare de complications, s'étonnera plus tard l'avocat de Sandra, maître Frédéric Bernat. Sandra Simard, transférée au CHU de Besançon, passe 5 jours dans le coma. À son réveil, elle subit une batterie d'examens pour déceler une éventuelle malformation cardiaque, mais rien n'apparaît. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais juste heureuse de savoir que je n'avais pas de problème de santé et que j'allais vivre. J'étais persuadée qu'il s'agissait d'une erreur médicale, dit-elle au journal Le Parisien. Sandra Simard ne pourra jamais retrouver son poste de secrétaire comptable, souffrant toujours d'une grande fatigue et de trous de mémoire. 20 janvier 2017, 9 jours seulement après le premier accident, un deuxième patient de la clinique, Jean-Claude G, est victime d'un arrêt cardiaque en pleine opération chirurgicale. Il est sauvé, mais là aussi on trouve dans la poche de perfusion un excès anormal de potassium. Les experts évoqueront une dose mortelle. La direction de la clinique Saint-Vincent alerte le parquet de Besançon. Le 14 février, le procureur commande en urgence une enquête à l'agence régionale de santé, l'ARS. Un premier rapport de 7 pages est établi. Il conclut à des actes intentionnels pour les 2 accidents du mois de janvier. Il recense aussi 4 cas similaires depuis 2008 à la clinique, dont 2 ont été mortels. 3 cas aussi dans un autre établissement, la polyclinique. L'ARS note à chaque fois la présence remarquable, écrit-elle, du docteur Frédéric Péchier. En quelques jours, le docteur Péchier se retrouve ainsi au cœur d'une épouvantable affaire d'empoisonnement. L'enquête se poursuit à un rythme effréné. Personne alors n'ose croire que ce médecin de très haut niveau, qui plonge chaque année près de 2000 patients dans le sommeil, soit un être malveillant. La procureure, alors en poste à Besançon, Edwige Roux-Morizot, évoque des cas possiblement échelonnés sur une période de 17 ans.
On m'accuse de crimes odieux que je n'ai pas commis, se défend le médecin dans l'Est républicain. Il est désormais persona non grata à la clinique, doit se mettre en congé. 6 mars 2017, 3 mois après l'arrêt cardiaque de Sandra, Frédéric Péchier est placé en garde à vue. Mise en examen pour empoisonnement de 7 patients entre 2008 et 2017. Il ne peut s'agir que d'actes volontaires de nature à entraîner la mort des patients, indique la vice-procureure de Besançon. La clinique porte plainte contre X, fait savoir que toutes les poches anesthésiques ont été changées. Le parquet avait demandé le placement en détention du médecin. Il reste sous contrôle judiciaire. Et on reçoit pour cette affaire, dans l'heure du crime aujourd'hui, dans le studio de l'heure du crime, maître Randall Schwerdorfer. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat de Frédéric Péchier. Je signale que vous êtes l'auteur d'un livre sur une toute autre affaire, l'affaire Daval. Je voulais juste qu'elle se taise. C'est le titre que vous avez coécrit avec Frédéric Gilbert et qui sort chez Hugo Doc aujourd'hui. On va rentrer dans les investigations. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. Il a fait une tentative de suicide le 30 septembre. Le docteur Péchier, comment va-t-il ? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. En réalité, son état de santé n'est pas bon. Il est toujours hospitalisé et je pense qu'il va le rester encore un certain temps. Donc, pour l'instant, on reste sur un pronostic relativement réservé. Il est polytraumatisé, c'est ça ? Il est en partie paralysé ? Non, il n'est pas en partie paralysé. Il a eu plus de 11 fractures, dont une double fracture du sternum, fracture des pieds, etc., fracture du crâne, hématome sous-duro important. Donc, son état de santé reste un état de santé préoccupant. Il est toujours hospitalisé et je ne suis pas médecin, mais d'après les informations que j'ai, on n'est pas prêt de le voir pour l'instant sortir de l'hôpital. Donc, c'est une tentative de suicide qu'on peut qualifier de peut-être d'appel au secours, mais surtout de sérieuse et de significative en termes de stigmates qu'il en conservera si le docteur Péchier survit. Alors c'est une information importante évidemment que vous nous livrez puisqu'elle conditionne aussi la suite de l'enquête et des investigations. Enquête qui, ça fait 4 ans déjà que ça dure. 5 ans bientôt. Et 5 ans bientôt. On la reprend depuis le début, on remonte un petit peu dans le temps. Dès le début c'est très rapide et tout de suite le doigt pointe le docteur Péchier. Vous le dites, hein, c'est très rapide. Moi, je dirais que c'est trop rapide. On pointe du doigt le docteur Péchier et on va mettre en examen le docteur Péchier en mars 2017, avant qu'il y ait eu la moindre expertise médicale pour être certain que les EIG dont il est question, c'est-à-dire les événements indésirables graves, sont des empoisonnements. On ne le sait pas en fait. On n'a pas de vérité expertale dans le dossier au moment où on met en examen le docteur Péchier. D'où les difficultés qu'il va y avoir avec ces expertises qui sont rentrées récemment. Et très rapidement, on pointe du doigt le docteur Péchier. Pourquoi ? Parce que effectivement, il est présent sur un certain nombre de IG et que certains de ses collègues, et notamment spécialement un de ses collègues, va pointer du doigt le docteur Péchier comme étant un point commun entre les EIG de la clinique Saint-Vincent et les EIG qu'il y avait eu, 3 EIG de la Polyclinique de Franche-Comté, qui ont fait l'objet d'une enquête en 2009 qui s'est terminée en 2012, police judiciaire de Besançon, et qui avait conclu à une absence d'empoisonnement. Et les policiers vont se focaliser sur Frédéric Péchier très rapidement, comme le parquet de Besançon. C'est lui qui attire l'attention, il attire toute la lumière. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche finalement en ce début d'enquête, je parle bien, c'est sa présence. Il est présent sur finalement tous ces cas un peu difficiles, compliqués ou dramatiques. Il est présent. Pourquoi il est présent ? Alors je le dis, c'est une vérité du dossier. Jamais il n'intervient de façon intempestive. C'est-à-dire jamais, en passant par hasard dans un couloir, il décide d'intervenir. Ça c'est faux. Ça a été dit, ça a été affirmé, c'est faux. Le docteur Péchier intervient souvent parce qu'il est appelé. Pourquoi il est appelé par ses collègues ? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est très bon. Et donc effectivement, quand on a un EIG, quand on a une difficulté, on appelle Frédéric Péchier parce que c'est un brillant anesthésiste et qui vient au soutien et qui vient aider. Vous parlez du Cassimar, c'est pas Frédéric Péchier qui, en passant par hasard, se dit tiens, il y a un EIG, je vais venir sauver quelqu'un. Non, on l'appelle au secours. On l'appelle au secours. Et effectivement, il a le bureau d'ailleurs à côté du bloc. Exactement. Et il est très disponible, mais on va y revenir. Effectivement, c'est un vrai médecin. Ouais, vous avez raison. Il est très disponible. Il travaille beaucoup. C'est un passionné. Oui, il est vraiment très très souvent à la clinique, un petit peu omniprésent comme ça. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour. Merci beaucoup d'être au rendez-vous de l'heure du crime. Vous êtes, mon cher Samuel, le correspondant RTL dans cette région Grand Est. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Je suppose, Samuel, quand l'affaire a éclaté, et de manière très rapide, on vient de le dire avec Maître Schwerdorfer, quand l'enquête a éclaté, c'est un coup de tonnerre dans cette région et dans cette ville de Besançon. Oui, parce que Besançon est plutôt connu pour son patrimoine mondial de l'humanité, pour la citadelle, pour ses beautés naturelles, que pour ce genre d'affaires. Et effectivement, surtout quand l'affaire éclate, on nous vend, entre guillemets, potentiellement le plus grand tueur en série français. Effectivement, ça surprend d'emblée, mais parallèlement, comme le disait Randall Schwerdorfer, c'est un dossier extrêmement technique et extrêmement compliqué, et en réalité, à ce jour, c'est strictement impossible pour nous, dans le grand public en tout cas, qui ne sommes pas dans l'enquête, de savoir précisément s'il y a cause à effet entre les actes du docteur Péchier et les morts qui se sont produites, ou les 25 dossiers qui sont aujourd'hui en cause. Bien sûr, vous faites bien de le souligner, parce qu'effectivement, la technicité du langage médical, elle est difficile à aborder, y compris pour les juges et même les juges spécialisés. C'est très compliqué. Encore un petit mot, Samuel. Le docteur Péchier, il n'a jamais fait parler de lui jusque-là. C'est une espèce de notable local, c'est ça ? Oui, voilà, un médecin reconnu, son épouse est aussi médecin reconnu à Besançon, plutôt réputé d'ailleurs, très réputé. Ils habitent tranquillement sur les hauteurs d'un petit village dans la banlieue de Besançon, dont on a une très belle vue, ça s'appelle la vue des Alpes, pour tout vous dire, puisqu'on aperçoit par beau temps le Mont Blanc. Vie normale d'un médecin qui exerce une spécialité difficile, qui a réussi parce que c'est une spécialité difficile. L'anesthésie et réanimation, c'est extrêmement compliqué. Ce sont d'ailleurs les médecins, je crois, qui payent parmi les plus grosses primes d'assurance parce que c'est un métier à risque. Donc extrêmement technique, mais bien établi. L'enquête ne fait que commencer au fil des semaines et des mois. Le docteur Péchier va ainsi se retrouver dans une espèce d'étau. Accusé d'une multitude d'empoisonnements, il va se dire victime d'un règlement de compte. Le parquet de Besançon recense ce que le jargon médical appelle des EIG, des événements indésirables graves survenus dans les établissements de la région, des accidents parfois mortels apparus lors d'anesthésie. Le cas de Damien Lelen est ainsi exhumé. Cet homme d'1,80 m pour 85 kg, ancien sportif, est opéré le 10 octobre 2008 à 7h38 précise à la clinique Saint-Vincent pour une ablation du rein. Il est alors victime d'une crise cardiaque. L'anesthésiste Catherine Nambeau appelle à la rescousse son collègue Frédéric Péchier. Mais Damien Lelen succombe. À l'époque, l'autopsie indique que le décès est dû à une intoxication causée par de la lidocaïne, un anesthésique local. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. La docteure Catherine Nambeau indique qu'elle n'a jamais utilisé ce produit, sauf peut-être dans le cadre d'anesthésie locale. Péchier est entendu, il écarte tout acte malveillant. Cela me paraît aberrant, s'exclame-t-il. L'enquête conclut en 2008 à la non-responsabilité des médecins. À la lumière des événements récents, le parquet de Besançon souhaite que ce dossier soit réexaminé. Parmi les autres cas recensés et étudiés par les enquêteurs, il y a encore celui du petit Teddy, 4 ans. Le 22 février 2016, le jeune patient est admis à Saint-Vincent pour une banale opération des amygdales. Il va faire 2 arrêts cardiaques successifs. Le docteur Frédéric Péchier intervient à 2 reprises pour le réanimer. Teddy est transféré au CHU de Besançon. Sur le brancard, on trouve une seringue de lidocaïne près de la jambe. Une seringue qui n'a rien à faire là. La prise de sang indique un surplus de potassium chez l'enfant, autant d'éléments qui vont conduire la justice à rapprocher ce dossier de l'enquête sur l'anesthésiste. Teddy souffre toujours de troubles neurologiques, son père va se constituer partie civile, bien décidé, comme il le dira, à défendre son garçon. Le 12 octobre 2017, 7 mois après la mise en examen de Frédéric Péchier, ses avocats demandent la levée des poursuites. Selon eux, l'anesthésiste de Besançon serait un homme jalousé. Sa réussite insolente aurait attiré le mépris et la défiance de certains de ses collègues. En quelques années, ce toubib de 45 ans, grand charmeur, bienveillant, rassurant, s'est fait un nom dans le milieu médical régional. Après 6 ans d'études à Poitiers, l'internat, un poste de chef de clinique au CHU de Besançon et un passage à la polyclinique de Franche-Comté,
il a rejoint la clinique Saint-Vincent. À force de travail, 70 heures par semaine à la clinique où il est omniprésent, il s'est offert une belle maison avec piscine à Montfaucon, petit village sur la route de Pontarlier, très prisé des professions libérales. Avec son épouse Nathalie, cardiologue à Besançon, et leurs 3 enfants, les Péchier symbolisent une réussite parfaite. J'aurais vécu 20 ans avec un serial killer, s'insurge Nathalie. Interrogée par le journal Le Monde, elle ajoute « Le tort de Frédéric, c'est d'être le meilleur, le plus disponible et sans doute d'être trop gentil. » La jalousie, donc un plan diabolique qui pourrait être au cœur de cette affaire, un plan destiné à faire tomber le docteur Péchier. Je voudrais qu'on entende là-dessus maître Frédéric Bernat. Bonjour maître. Bonjour. Voilà, maître Frédéric Bernat, vous êtes avec nous. Vous êtes l'un des avocats de la partie civile. Que pensez de cette hypothèse, la jalousie ? Ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Je veux dire, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire de jalousie, c'est que nous avons rassemblé l'ensemble des preuves qui permettent de démontrer qu'il y avait un empoisonneur qui sévissait dans les cliniques de Besançon sur la période indiquée. Et alors cela voudrait dire que par pure jalousie, pendant plus de 10 ans, des médecins se sont alliés pour créer des empoisonnements et pour au final, au bout de 10 ans, essayer de faire porter le chapeau à Péchier. Tout ça n'est pas très sérieux et ne résiste pas à l'analyse. Donc cette histoire de machination par jalousie avec des empoisonnements sur plus de 10 ans, très franchement, je suis pas certain qu'il soit très crédible et en tout cas, il n'est manifestement pas sérieux. Alors, il n'est pas sérieux et cette thèse, elle ne tient pas selon vous, maître Bernat. Maître Randall Schwerdorfer, vous êtes l'avocat de Frédéric Péchier. Vous entendez ce que dit votre contradicteur et votre confrère. La jalousie, vous y tenez à cette thèse. Pas du tout. Il a tout à fait raison. Il n'y a pas de complot. Alors, expliquez-nous. Il n'y a jamais eu de complot. On n'a jamais parlé de complot. Ce sont certains confrères des partis civils qui ont essayé de dire qu'on mettait en avant un complot. Il n'y a pas de complot. Les choses se sont... une enquête a été ordonnée. Certains confrères ont été entendus et dans le cadre de ces auditions, notamment un confrère, ont essayé de pointer du doigt le docteur Péchier pour des raisons plus ou moins obscures ou plus ou moins malhonnêtes. Vous parliez du docteur Nambeau. Je vais vous dire où il est le complot. Il est tout simple. En 2008, le docteur Nambeau, lorsqu'elle est entendue pour l'affaire Yélène, elle va dire aux enquêteurs « J'ai demandé au docteur Péchier de venir m'assister pour une intubation délicate. » En 2017, quand elle est réentendue sur l'intubation Yélène, elle fait une déposition complètement contraire. Le docteur Péchier était derrière ma porte de bloc. Je n'ai pas compris pourquoi il était là. Je ne lui ai jamais demandé de venir. Il a ouvert la porte et avant que le bip de la machine ne sonne pour signaler une asystolie, il m'a dit « asystolie ». Il a le complot, il est ridicule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot. Vous avez des médecins qui sont venus dire, notamment en 2008, certaines choses sur Frédéric Péchier, que c'était un super professionnel, qu'on lui demandait d'intervenir ou d'assister, et puis qui ont évolué en 2017. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, enquête de police judiciaire, on met en avant plusieurs empoisonnements, et puis les enquêteurs ont dans le collimateur Frédéric Péchier, et certains professionnels prennent le train en marche en disant « Oui, c'est vrai, il est bizarre, oui, c'est vrai, il y a des contentieux, maintenant que vous me le dites, ça me revient, son comportement... » Ça s'est fait très naturellement dans le cadre de l'enquête judiciaire. On n'a jamais mis en avant un complot. Tout à fait d'accord avec Fred Bernat. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des témoignages qui ont changé de couleur, finalement. Exactement. Au fil des mois. C'est terrible. Bon, c'est terrible. Alors, est-ce qu'il y a eu des confrontations entre Péchier et Nambeau, etc. Il y a eu des confrontations entre le docteur Frédéric Péchier et le docteur Nambeau, entre d'autres médecins, et notamment, par exemple, je pense à un autre cas. On accusait le docteur Frédéric Péchier, je pense au cas G dont vous avez parlé, je vois très bien de qu'il s'agit. Le deuxième patient. Exactement, où là on sait que c'est un empoisonnement. Il y a bien eu un diagnostic précoce d'une intoxication aux anesthésiques locaux qui a été fait par un professionnel. Un expert est venu dire que le diagnostic posé était étonnant parce qu'il n'y avait pas suffisamment de signes cliniques et on sait, grâce notamment à une confrontation qui est intervenue, que c'est pas le docteur Péchier qui a fait le diagnostic précoce. C'est un autre médecin. Péchier n'a jamais fait de diagnostic précoce. On va en reparler dans Simard. Mais il n'a jamais fait un seul diagnostic précoce. Simard, il intervient tout de suite. Mais en deux mots, on a l'impression qu'il est visionnaire. Il lit dans le mar de café. Les enquêteurs ont fait une retranscription un petit peu erronée des déclarations du docteur Péchier. Ce qu'on sait, puisqu'on a une retranscription intégrale et qu'on a vu les auditions du docteur Péchier en garde à vue, on les a toutes visionnées. Et en réalité, ce que fait Péchier avec le cas Simard, il injecte simplement, et il le dit aux enquêteurs, c'est pas une antidote qu'il injecte.
anxiogène. C'est un stabilisateur de membrane cardiaque. Ce qui permet de stabiliser simplement le patient, qui ensuite va être 5 jours dans le coma. D'accord. C'est pas Péchier qui la sauve. Péchier permet juste de la faire survivre le temps du transfert à l'hôpital, et c'est les médecins de l'hôpital qui vont la sauver. C'est pas un antidote. Et vous voyez, ce sont tous ces raccourcis intellectuels qui font que petit à petit on essaye de construire des indices. Pas des preuves, des indices. Avec 5 ans, on n'a toujours rien. La construction d'un coupable. Sachant que pour Simard, les experts aujourd'hui disent qu'on ne peut pas dire que c'est un empoisonnement ou que c'est un accident. Et on verra un peu plus tard dans cette heure du crime ce que disent les experts, parce que c'est assez compliqué. Samuel Goldsmith, on vous retrouve correspondant RTL dans l'Est. On a l'impression que toutes les demandes de mise de levée de mise en examen et d'allègement de contrôle judiciaire vont être refusées par la justice. On a l'impression que vraiment le parquet de Besançon, il a pris cette affaire à bras le corps et depuis le début, et il ne lâche pas. Oui, c'est ce qu'a encore redit le procureur justement après la tentative de suicide du Dr Péchier. La semaine dernière, il a fait une conférence de presse parce qu'évidemment tout le monde suit ça de très près. Il voulait répondre justement aux accusations de longueur de l'enquête. Il a réaffirmé, le procureur, que certes ça prend du temps pour des raisons peut-être qu'on va avoir le temps d'expliquer un petit peu. C'est un dossier énorme et donc on prendra le temps qu'il faudra parce que c'est très complexe et on ne veut pas louper un seul épisode qui aurait pu favoriser la manifestation de la vérité, en fait. Mais ce que je veux dire, Samuel, c'est qu'il y a toute une équipe de policiers vraiment qui travaillent à plein temps sur cette affaire. On a sorti les grands moyens. Alors vous allez me dire, s'il y a effectivement autant de victimes, ça vaut le coup. Oui, en 2018, entre 2018 et 2020, au fur et à mesure que les cliniques en fait elles-mêmes repassent en vue leur dossier, on découvre donc les cas, on a les 7, puis les 17 nouveaux, on arrive à 24, et tous les dossiers sont saisis. Et expertisé. Là, on va peut-être avoir le temps d'en dire un mot, ou on en dira un mot après 15 heures. Mais... On va le dire après, on va en parler à 15 heures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment... Là, c'est de la précision, hein, c'est mécanique, on travaille beaucoup là-dessus. Voilà, parce que on est dans le médical, donc il y a des termes techniques, il y a des procédures, tous les dossiers sont saisis, j'ose même pas imaginer le volume de papier que ça fait, et ensuite il faut tous les revoir, et évidemment les enquêteurs doivent sans doute se faire aider par des professionnels de la profession, parce qu'on est là dans des procédures extrêmement techniques avec du langage médical, mais il faut tenter de faire le tri là-dedans et de trouver ce qui a pu être provoqué, ce qui a pu être naturel. La justice ne dessert pas son emprise sur le docteur Péchier et fait planer sur le médecin la menace permanente d'un placement en détention. La liste des potentielles victimes ne va cesser de s'allonger. On va même exhumer des corps. En ce mois de janvier 2019, 2 ans pile après le début de l'affaire Péchier, le procureur de Besançon, Étienne Manteau, révèle que 4 corps ont été exhumés quelques semaines auparavant. Tous reposaient dans des cimetières du Jura, un pur hasard. Il s'agit d'anciens patients de la clinique dans laquelle officiait l'anesthésiste, des personnes qui auraient pu être victimes d'EIG, les événements indésirables graves. Les dépouilles sont alors en cours d'analyse pour savoir si leur tissu ne contiendrait pas un taux anormal de potassium, substance introduite dans des poches anesthésiques pour provoquer des crises cardiaques. L'enquête porte alors sur une 40aine de cas. Ces exhumations ont pour objectif de retrouver ou non des traces d'empoisonnement. A priori, il n'y aura pas d'autre opération de ce type, précise le procureur. Les avocats des victimes, tout comme ceux de Frédéric Péchier, se réjouissent de cette avancée de l'enquête. Tous y voient un gage de sérieux. 3 mois après les exhumations, la chambre de l'instruction se penche sur le cas Péchier, examine un possible placement en détention. Il reste libre. 14 mai 2019, l'anesthésiste de Besançon est de nouveau placé en garde à vue. Depuis 2 ans, la police examine en détail pas moins de 70 cas suspects. Les enquêteurs ont toutefois décidé de ne retenir que les plus probants. Après 48 heures de garde à vue, le docteur Péchier est mis en examen pour 17 nouveaux cas de suspicion d'empoisonnement. Il aurait donc fait 24 victimes. Le médecin évite à nouveau l'incarcération au profit d'un contrôle judiciaire qui lui interdit de résider dans le Doubs et d'exercer son métier d'anesthésiste. Il vient donc s'installer chez ses parents, eux aussi des professionnels de la médecine, qui habitent près de Poitiers. Ses avocats continuent à dénoncer de vives querelles au sein de la clinique de Besançon. Ils martèlent que certaines poches auraient pu être polluées a posteriori
pour nuire expressément à leurs clients et le faire tomber. Maître Bernat, on vous retrouve dans l'heure du crime. Frédéric Bernat, avocat des parties civiles, avec Maître Stéphane Jurana dans cette histoire. Vous êtes un des avocats, donc vous avez accès au dossier. Un mot sur ces fameuses exhumations. Qu'est-ce qu'elles ont donné ? Un certain nombre d'exhumations ont démontré que les dépouilles contenaient des produits méthylacaïne ou autres, qui sont des produits dont on sait qu'ils ont été utilisés pour polluer des poches et pour pratiquer des empoisonnements. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que dans un certain nombre de corps exhumés, on retrouve ces molécules et on sait dans les comptes rendus opératoires qu'elles n'ont pas été utilisées par les praticiens. Ce qui prouve donc qu'elles ont été inoculées à ces personnes de manière malveillante. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Alors Samuel Goldsmith, on vous retrouve, vous êtes correspondant RTL dans l'Est. Des exhumations en matière criminelle, c'est très rare. Il y en a vraiment pas beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vraiment, là, l'enquête, elle va chercher partout. C'est une machine qui est en route. Alors encore une fois, effectivement, la justice veut aller au plus loin. Le procureur l'a encore martelé la semaine dernière. Est-ce que c'est aussi un indice, ça dépend du point de vue sur lequel on se place, qu'il ne trouve pas, qu'il n'arrive pas à trouver? Ça peut aussi être interprété comme ça, ça peut sans doute l'être, mais effectivement aucun moyen n'est négligé, ce qui explique aussi un argument aussi en faveur de la longueur de ce dossier et de sa complexité. Tout à fait, donc on voit bien que c'est une enquête lourde. Samuel Goldschmidt nous le rappelle, c'est effectivement, il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Frédéric Péchier, j'ai envie de vous poser une question qui est en filigrane de toute cette affaire depuis le début. Est-ce que votre client voulait-il briller en ressuscitant des patients atteints de crise cardiaque? Une attitude narcissique finalement. Alors, se mettre en valeur. J'ai sauvé des gens. Très clair, Monsieur Richard. Déjà, il le faisait très souvent, de par son activité habituelle. Briller plus qu'il ne brillait déjà, ça aurait été briller trop. Il était déjà l'anesthésiste de référence, le meilleur anesthésiste de Besançon. Je n'ai pas connaissance qu'il avait des velléités à briller au niveau national. Donc, la place de numéro 1, il l'avait déjà. Oui, vous vous êtes toujours dit, deuxièmement, c'est la foutaise. Deuxièmement, je n'ai fait que dire ce qu'a dit d'ailleurs le professeur Zagouri, qui a fait son expertise psychiatrique en disant « je ne trouve pas de faille narcissique chez Frédéric Péchier ». Donc il n'y a pas ce besoin de reconnaissance pathologique que les enquêteurs ont pensé. Je me permets, Monsieur Richard, de vous préciser que en 2019, lorsqu'on met en examen Frédéric Péchier pour les cas supplémentaires dont vous avez fait état, les enquêteurs, notamment ceux de Nanterre, puisqu'il y a Besançon et Nanterre qui travaillent ensemble, vont changer le mobile du docteur Péchier, vont venir nous dire « non mais il voulait pas briller, c'est pas le pompier pyromane ». En fait, il se vengeait de ses collègues avec qui il avait des contentieux. On a fait, et ce qui est exceptionnel, on a fait complètement évoluer le mobile tellement on s'est rendu compte que le premier mobile était ridicule, et nous l'avions dénoncé, le deuxième mobile n'est pas plus brillant de la part des enquêteurs. Mais quand vous n'avez rien, et surtout pas de preuves, parce qu'à un moment il va falloir en parler, il faut bien une construction intellectuelle pour faire tenir à peu près une accusation. Pas de preuves, mais une succession d'indices graves et concordants, estiment les enquêteurs. Un docteur Péchier toujours présent lors des accidents cardiaques. Les experts psychiatres vont se pencher sur son cas. Les enquêteurs pensent que si Frédéric Péchier a empoisonné les patients, c'était tout simplement pour briller. Il voulait se mettre en avant, apparaître comme le sauveur, l'homme qui allait ranimer un malade et le sauver. De quoi redonner du lustre à sa réputation et le transformer en médecin incontournable, le meilleur des réanimateurs. Pour en avoir le cœur net, la justice ordonne des analyses psychologiques. Un premier rapport psychocriminologique daté d'avril 2019, fondé sur le seul dossier d'enquête et pour le moins accablant. L'anesthésiste est présenté comme un homme dépourvu d'empathie, hautain, égocentrique, narcissique. Péchier serait un pervers, obsessionnel, paranoïaque. Les deux experts parlent de boursouflure mégalomaniaque, rapport taillé en pièces par le psychiatre Daniel Zagury. Il examine l'anesthésiste de Besançon et ne le trouve ni pervers, ni paranoïaque. Selon lui, il n'a pas les traits d'un tueur en série. Il n'y a aucun élément dans les 24 cas permettant de dire qu'il y a empoisonnement imputable à Frédéric Péchier, écrit le psy, qui ajoute avoir découvert un homme détruit.
Les victimes, elles, ne décolèrent pas. Elles ne comprennent pas que l'anesthésiste puisse être toujours en liberté en dépit de l'énormité des accusations. Même la collègue anesthésiste, Catherine Nambeau, longtemps amie du couple Péchier avant de se disputer, soupçonne le médecin d'avoir voulu la tuer alors qu'elle devait passer sur la table d'opération. Ce jour-là, son ordre de passage sur le billard avait finalement été inversé. La poche anesthésique qui lui était destinée avait été administrée à une autre patiente, Laurence Nicot. Celle-ci décédera après une crise cardiaque. Samuel Goldschmidt, on vous retrouve, correspondant RTL dans l'Est. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de l'ambiance qui règne à Besançon alors qu'on arrive là après quelques années d'enquête. C'est toujours aussi lourd et tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence autour de cette clinique. Oui, surtout du point de vue des victimes qui ont une difficulté à parler, à s'exprimer. Notamment parce que, d'après ce que j'ai pu en voir, ce sont des gens tout à fait normaux, dans le sens où ils ont leur vie quotidienne et ils ont été pris d'un coup dans cet engrenage qui leur est tombé dessus. Parce que la plupart des cas, vous venez d'évoquer Laurence Nicot, elle a été opérée d'une épaule après une blessure au ski. C'était des choses, on ne meurt pas des opérations qu'ont subi les gens. Opérations banales et bénignes presque. Exactement, et ça leur est tombé dessus. Alors déjà, ils ont eu la douleur d'avoir ces décès dans toutes ces familles depuis plusieurs années, et longtemps après, 2-3 ans après, Laurence Nicot, c'était en 2016, voilà qu'on leur annonce que peut-être ces victimes ont été tuées sur la table d'opération. Donc c'est ce choc-là qui rend leur vie extrêmement pénible, et ce doute permanent depuis des années les ronge vraiment. On a rencontré des familles détruites par le premier deuil et détruites par le doute. Il y a toujours le doute qui subsiste toujours. Il y a toujours une psychose, Samuel, autour de ces établissements alors, c'est sans doute d'ailleurs aussi pour ça que l'enquête est tellement précise et tellement ample et tellement tous azimuts. C'est notamment parce que les cliniques ont intérêt à prouver que leurs procédures sont clean et qu'il n'y a plus aucun problème. Les activités ont repris. Alors évidemment, le Covid dans 2020 et 2021 a bouleversé tout ça. Mais ça n'a pas dû arranger le climat. On a changé de sujet, voilà, mais... Pour l'instant, j'ai pas de chiffres précis sur les activités de ces cliniques privées, mais ce sont les plus grosses cliniques de Franche-Comté à cet endroit-là. C'est difficile de passer outre quand on a des opérations en traumatologie. Tout à fait. Maître Randall Ferdorfer, avocat de Frédéric Péchier, un mot sur ces expertises psy. Le noir et le blanc, finalement. Le chaud et le froid. Un peu plus qu'un mot, monsieur Richard, si vous permettez. L'expertise psychocriminologique, déjà la psychocriminologie n'est pas une science. C'est pas reconnu, ça n'existe pas. On est au-delà de la science molle. On est dans l'impression, dans l'intuition de certains psychologues qui font de l'interprétation en partant du principe que Frédéric Péchier est coupable. C'est comme ça qu'ils font leur expertise et sans jamais avoir rencontré le docteur Frédéric Péchier. Donc ça ou rien, c'est pareil. On attendait beaucoup de l'expertise d'un vrai professionnel reconnu au niveau national, qui est le professeur Zagouri. Voilà, je n'ai pas été surpris par les conclusions du professeur Zagouri, mais le professeur Zagouri ne travaille pas pour les services de police comme les psychocriminologues qui ont fait leurs conclusions pour venir cautionner un peu le travail des enquêteurs. Je le redis, il y a un moment dans ce dossier-là, il faudra simplement se poser une seule question, au-delà de la complexité du médical et autres. A-t-on une preuve contre le docteur Péchier ? Parce que moi, je veux bien qu'il y ait eu des empoisonnements. Allons contre les expertises. Est-ce que c'est lui ? Et la deuxième chose que je souhaiterais vous dire, monsieur Richard, j'entends ce que dit monsieur Goldschmidt, vous vous rendez compte qu'on a été voir des gens qui n'avaient rien demandé à personne, qui avaient perdu des proches ou qui avaient été eux-mêmes victimes d'EIG. Et des policiers très sérieux, dont certains très malhonnêtes, très subjectifs, arrivent en leur disant « c'est le docteur Péchier qui vous a empoisonné, on a des preuves contre lui, on sait que c'est lui, on l'a démontré, alors que c'est pas la réalité. » Ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent ? Ils sont persuadés aujourd'hui qu'ils ont été victimes de l'abominable empoisonneur Frédéric Péchier. Ils oublient juste une chose, il est présumé innocent, et il manque juste une petite chose aux enquêteurs, c'est une preuve. Et ça change tout. Le sort du docteur Péchier, mis en examen pour 24 empoisonnements, semble désormais suspendu à des expertises médicales tellement complexes qu'elles pourraient prendre des années.
L'avenir judiciaire du docteur Frédéric Péchier repose désormais sur l'analyse médico-légale des faits. Est-il l'auteur possible de ces empoisonnements et comment aurait-il procédé ? Un légiste de Besançon, le professeur Traki, a été chargé des toutes premières expertises. 4 spécialistes anesthésistes, toxicologues, légistes et cardiologues ont ensuite pris le relais pour la contre-expertise. 18 mois de travail, mais à la remise des conclusions, septembre 2020, le procureur Étienne Manteau déplore un travail incomplet et donc inexploitable. Il y avait 24 expertises, une par cas. On attendait des réponses, soit à charge, soit à décharge. On a été surpris de constater que les experts ne répondaient pas à ces questions, indique le procureur. L'affaire reste donc en suspens. Un 3e collège est nommé. Il pourrait rendre ses conclusions en 2022. Le procureur dit veiller à ce que ce délai reste raisonnable. Frédéric Péchier sera-t-il ou non renvoyé devant une cour d'assises où il risquerait la perpétuité ? Décrit par ses proches comme dévasté par cette histoire, il a tenté de mettre fin à ses jours le 30 septembre 2021 en se jetant du premier étage sur une dalle de béton dans la maison de ses parents. « Je veux que cette vie s'arrête, je veux mourir innocent », aurait-il lancé à sa mère avant de se jeter dans le vide. L'acte désespéré du docteur Péchier que vous défendez, maître Randall Schwerdorfer, et vous êtes aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Est-ce que la justice, très simplement, a des preuves matérielles qu'il était bien derrière ces transfusions empoisonnées ? D'abord, la justice n'a aucune preuve, et si elle avait des preuves, je peux vous assurer que le docteur Péchier serait incarcéré depuis extrêmement longtemps. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de la polyclinique de Franche-Comté. Je peux vous affirmer, parce que c'est la réalité du dossier, qu'au contraire de ce qu'affirmait le procureur de la République, Romorizot, à l'époque, et je l'avais dit d'ailleurs, elle dépassait le cadre de ses prérogatives légales en affirmant ce qu'elle disait. Le docteur Péchier, à 2 reprises, à la polyclinique de Franche-Comté, n'est pas présent sur les interventions. L'une, il est en vacances. L'avant-dernière, la dernière, il a déjà quitté la polyclinique de Franche-Comté. Ça peut pas être lui, s'il y a eu empoisonnement. Mais le fait est qu'il y a 24 mises en examen, quand même. Il y a 24 mises en examen, mais bientôt en France, 25. On peut être mis en examen avec très peu d'éléments, sachant que les juges d'instruction n'ont pas à motiver une mise en examen. C'est très arbitraire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de preuves, ils n'ont strictement rien. Un indice, c'est pas une preuve. C'est très loin d'être une preuve. Et pour renvoyer quelqu'un aux assises, il faudra des preuves, parce que sinon la justice va se ridiculiser après autant d'années passées à enquêter. Donc en termes de preuves, il n'y a rien. Concernant les futures mises en examen, vous avez parlé des exhumations. Maître Bernat parle de plusieurs cas. Non, il y a un cas dans lequel il est envisagé une mise en examen du docteur Frédéric Péchier, pas 2 ou 3 ou 4. Ce sera le 25e. Sur les 4 exhumations, ce sera le 25e. Mais vous savez, le nombre de cas, ça fait pas une preuve. On peut faire 25, 26, 28. Et ce cas-là, effectivement, on s'expliquera dessus. Et le seul cas où on aurait retrouvé, je crois, de la mépivacaïne. C'est ça. Dans le cas Yellen, le juge d'instruction instruisait en 2008 sur une erreur de Madame Nambeau, qui aurait pu se tromper dans les ampoules. Ça existe très souvent d'ailleurs en matière d'anesthésie. Mais ça sera le job finalement de l'équipe médicale d'essayer de l'établir. Maintenant, Monsieur Richard, pour les expertises, puisque vous parlez déjà de preuves. Un mot. Ça va aller vite. Encore faut-il qu'on ait la preuve qu'il y a eu des empoisonnements. On a la preuve que d'un seul empoisonnement, les experts, alors tout le monde dit qu'ils sont mauvais, qu'ils sont nuls, ce sont des références nationales, on dit simplement la chose suivante, sur les 24 cas que vous nous donnez, dans 23 cas, on ne peut pas dire si ce sont des empoisonnements ou des accidents d'anesthésie. Ils répondent, mais la réponse ne convient pas à l'accusation. Voilà. Je voudrais qu'on écoute Maître Bernat, qui est en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui, des victimes perdues. Qu'est-ce qu'elles attendent, les victimes, aujourd'hui, de cette affaire, Maître Bernat ? Vous vous en doutez bien. Elles attendent que cette enquête puisse enfin voir son terme, pour qu'enfin on puisse aller débattre de tout cela devant une cour d'assises et que le docteur Péchier soit amené enfin à s'expliquer sur des éléments sérieux et solides. C'est ça qu'on attend. Parce que ce qu'on veut, c'est la vérité. Alors on sait que le docteur Péchier, Nicolas Arloire, rappe pas du tout, parce qu'on sait que la vérité, évidemment, le dérange, mais on compte sur la justice pour que, à l'issue de ces années d'enquête, on puisse essayer d'avoir un maximum de réponses dans le cadre d'un procès dont on espère maintenant qu'il puisse arriver dans
dans des délais extrêmement brefs. Maître Randall Schwerdorfer, le dernier mot, parce que ça va vite et on arrive au bout de l'émission. Avocat de Frédéric Péchier, qu'est-ce qu'il attend, votre client? Je vous pose la question de votre côté. Écoutez, que la justice maintenant continue son travail. Si ça dure 3, 4, 5 ans, c'est pas le problème. Qu'on lui redonne une partie de sa vie, qu'il ait le droit de retourner vivre à Besançon. Ça suffit, ce contrôle judiciaire qui devient totalement excessif dans le temps et dans ses effets, qu'il ait le droit de reprendre une activité dans le médical pour retrouver une vie économique et sociale et retrouver sa famille, et que la justice fasse son travail, parce que cette fois-ci, peu importe le temps que ça durera, on ira jusqu'au bout des choses. Nous aussi, on y tient, autant que le procureur de la République. Merci beaucoup, Randall Schwerdorfer. Je rappelle que vous publiez aujourd'hui un livre sur l'affaire Daval. Je voulais juste qu'elle se taise, chez Hugo Doc, coécrit avec Frédéric Gilbert. Merci aussi à Samuel Goldschmidt et maître Frédéric Bernat d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard et Boris Pirédu qui était lui à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.